Aujourd'hui, on est en compagnie d'Alexandre Sadeghi. Bonjour. Bonjour. Alexandre Sadeghi, diplômé en architecture à l'EPFL. Depuis, tu as mené un parcours professionnel dans ce domaine qui t'a conduit à travailler dans plusieurs cabinets en Suisse, en Chine, aux États-Unis, avant de revenir en Suisse avec une société Astroid qui garde un pied à Pékin, c'est ça? Voilà. En quoi ça consiste exactement, cette société? Alors, Astroid, c'est un peu quelque chose qui est né du travail que je faisais quand j'étais encore en Chine. Donc, j'ai passé 5 ans à Shanghai, où j'ai travaillé surtout sur des projets d'architecture, d'urbanisme et de design intérieur. Mais on a commencé aussi à s'ouvrir vers d'autres types de design. Et puis, en revenant ici, et avec l'activité de recherche à côté, maintenant, Astroid, on s'ouvre un peu plus vers d'autres mondes. À base d'intelligence artificielle, Voilà, ouais, avec pas avec mal l'aide. d'outils. Ouais. Et donc, actuellement, tu es assistant scientifique Voilà, c'est ça, oui. au laboratoire de design et médias à l'EPFL. C'est quoi exactement que ce laboratoire, d'une part, et ton travail en tant qu'assistant scientifique? Oui, alors le laboratoire design et médias, c'est un laboratoire qui est mené par le professeur Jeff Wang et qui se situe un peu à l'intersection de l'architecture et de l'informatique. D'ailleurs, le laboratoire est partagé entre la faculté ENAC, c'est-à-dire l'environnement, architecture, etc., et la faculté d'informatique et système de communication. Donc, Ici. on est partagé, voilà. Et donc, oui, on s'intéresse vraiment au design architectural, à la construction, mais comment les nouvelles technologies vont impacter le processus. Et donc, en quoi consistent exactement tes recherches actuellement dans ce laboratoire? Du côté recherche, je travaille principalement sur un grand projet inno-suisse qui s'intéresse à l'urbanisme. C'est un assez gros projet, assez complexe, mais donc notre partie, moi je travaille plutôt dans la coordination, mais aussi avec le professeur et le labo sur des recherches plus liées à l'intelligence artificielle, mais dans le domaine de l'urbanisme. Après, il y a tout un côté plus enseignement où on travaille donc dans les ateliers d'architecture avec les étudiants et on essaie aussi d'explorer des nouveaux outils, donc des outils de design informatique, paramétrique, on les appelle, mais aussi de plus en plus des outils d'IA. Et comment est-ce que l'IA donc s'intègre à ce travail dans le domaine de l'urbanisme? Alors, bon, c'est un peu la question qu'on se pose, justement. C'est comment en faire le meilleur usage, c'est ça? Vous Ouais, n'avez pas en encore fait, toutes les réponses. Ouais, nous, notre ambition, c'est, disons que le projet est assez grand, il y a beaucoup d'acteurs à l'EPFL, mais aussi à l'EPFZ, dans d'autres hautes écoles, beaucoup de partenaires industriels et la ville de Lausanne. Et en fait, on regarde d'une part les données de la ville, les parties mouvantes en fait de la ville qu'on regarde traditionnellement moins que ce qu'on peut voir et toucher, c'est-à-dire les bâtiments, les routes, les arbres, etc. Et en regardant ces données, on a l'ambition, le rêve peut-être, entre guillemets, d'entraîner en fait des modèles qui seraient capables de comprendre les flux de la ville pour ensuite nous aider à mieux les concevoir à l'avenir. Quand tu parles de rêve, c'est-à-dire qu'actuellement, on en est à quel stade? Alors, je dirais que c'est assez nouveau parce que, enfin, comme tout le monde le sait, ces technologies sont assez nouvelles et impactent maintenant beaucoup d'industries, de domaines différents, de différentes façons aussi. La question pour nous, c'est comment est-ce qu'on fait comprendre à un algorithme ce qu'est une ville. Alors c'est une question compliquée parce que nous-mêmes, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'une ville? On a chacun un peu sa propre idée. On a évidemment nos expériences personnelles, mais aussi toute la théorie sur comment on perçoit, comment on dessine, comment on conçoit la ville. Et maintenant, la question c'est, OK, si on peut apprendre à une machine ce qui est l'image d'un chat, ce qui est une phrase pour que l'algorithme puisse nous les redonner, les reformuler, est-ce qu'on peut faire ça avec une ville? Comment est-ce qu'on transforme la ville en données que la machine peut ensuite comprendre pour nous donner d'autres possibilités? Donc c'est ça la grande question qu'on essaie de résoudre en fait. Oui, sachant que la ville, ça n'existe pas vraiment. Il existe autant de villes qu'il en existe, de définition tout à de la fait. ville qu'il existe de villes. Effectivement, c'est une question de limite. Où est-ce qu'on met les limites aussi de la ville? Et ça, c'est une question qui nous intéresse aussi quand on regarde justement ces parties mouvantes, quand on dit, OK, une ville, c'est pas que les bâtiments, c'est aussi l'énergie, c'est le mouvement des personnes, c'est le mouvement des déchets,
c'est les animaux aussi, les petits insectes, les animaux de compagnie, etc. Quand on a tous ces éléments, où est-ce qu'on met les limites? À quelle échelle est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'une ville, c'est juste Lausanne? Est-ce que c'est la commune de Lausanne? Est-ce que c'est toute l'agglomération? Est-ce que ça inclut aussi Genève? Enfin, voilà. Comme j'ai dit, c'est un projet très grand, assez complexe, mais passionnant, évidemment. Euh, Puisque tu as travaillé en Chine, aux États-Unis, est-ce que tu as l'impression que la Suisse, le vieux continent européen, peut-être plus largement, a été à la traîne dans son recours à ces technologies, notamment dans ce domaine-là, de l'urbanisme, de l'architecture? Alors, en termes de ces technologies, je crois que dans le monde entier, c'est encore relativement nouveau pour tout le monde. L'industrie principalement de l'architecture, mais aussi de l'urbanisme, traditionnellement, c'est des domaines qui intègrent très lentement les nouvelles technologies. C'est presque toujours les derniers, en fait. Dans l'industrie. Ouais, dans l'industrie de la construction, de l'architecture, le design architectural. Pourquoi? Pourquoi? Je crois que un facteur, c'est que c'est un domaine qui inclut énormément d'acteurs, publics, privés, et énormément de métiers aussi, allant justement du grand architecte avec son stylo jusqu'au constructeur, au bâtisseur, celui qui opère la grue, mais aussi le client qui a ses investissements, etc. Il y a beaucoup d'argent aussi, évidemment, dans le domaine immobilier. Donc voilà, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'argent, beaucoup d'inertie, si on veut, qui fait que souvent, voilà, c'est un domaine qui a de la peine ou plutôt peut-être une angoisse face à ces nouvelles technologies. Mais bon, on essaie de changer ça. Alors, pour répondre à la question, je dirais que on n'est pas forcément à la traîne en Europe. D'ailleurs, notre projet est un projet suisse et puis c'est un des seuls de son type dans le monde. Après, c'est plus une question, je dirais, en Europe de données. Disons qu'en Chine, il est beaucoup plus facile de se procurer certaines données sur typiquement le mouvement des personnes qu'ici. Donc Oui, voilà. la protection des données est un peu moins importante. Tu as l'impression que ça changerait quoi en fait de se servir de ces technologies dans ce cadre de l'urbanisme? À quel point c'est une avancée absolument importante, intéressante? Oui, alors ça c'est hyper intéressant parce que justement je crois que la puissance de ces outils, c'est la capacité qu'ils ont à nous aider en fait, nous assister à comprendre des systèmes très très complexes. C'est une des forces de ces algorithmes, c'est de pouvoir justement regarder des quantités de données astronomiques et trouver des corrélations, des liens, nous aider à les percevoir aussi. Alors, nous, on espère quelque part dans l'entraînement possible de ces modèles de différentes données qu'on puisse être surpris. Parce que voilà, vu que la ville, c'est tellement complexe, et que quand l'urbaniste s'assied et qu'il a son stylo justement et qu'il dessine la ville, voilà, il a son expertise, il a son expérience, mais justement, il y a tellement de facteurs. Est-ce qu'il est en train de penser à où va passer le camion poubelle, où il y aura les tuyaux voilà, de plomberie, où est-ce que les animaux vont habiter, où est-ce que les arbres vont être plantés? C'est très, très, très difficile. C'est infiniment complexe, en fait. Et notre idée, c'est que justement, ce serait un outil pour nous aider à mieux voir de façon holistique, globale, la conception de la ville. Parce qu'on a tendance à penser que ces choses-là, justement, elles se font de manière quasi organique, presque spontanée, en fonction des besoins de chacune et de chacun, qu'il y a une adaptabilité, au fond, qui se crée. Là, il s'agirait de les figer un petit peu, de les rationaliser, ces comportements? Oui, non, pas forcément. C'est plus de pouvoir mieux les observer et les comprendre, pour pouvoir mieux, pas forcément les maîtriser ou les contrôler, mais trouver une sorte d'équilibre ou d'harmonie avec les forces justement qui opèrent sur la ville et sur notre expérience de la ville. Donc, effectivement, on peut toujours adapter, mais il y a des effets secondaires souvent. Et puis très 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 souvent, on voit que certaines décisions peuvent avoir des effets opposés ou surprenants. Une question un peu controversée qui est sortie dans le contexte du projet avec certains de nos partenaires, c'était cette question de la réduction de la vitesse en ville.
Alors, il y a une composante qui est effectivement liée à l'expérience piétonne en ville, qui effectivement, c'est beaucoup plus agréable quand il n'y a pas de voiture ou quand les voitures vont plus lentement, il y a moins de risques à un certain niveau. Mais il y a des études qui montrent qu'il y a aussi des augmentations au niveau de la pollution, même au niveau du bruit dans certains contextes, alors que les voitures vont plus lentement. Donc voilà, c'est tellement complexe ce système justement que voilà, ce serait une possibilité de voir justement ces types d'effets avant qu'ils se produisent pour pouvoir mieux prendre des décisions. Mhm. C'est pas qu'on va réussir, je pense, à tout contrôler, maîtriser, mais juste avoir une meilleure compréhension de ce qui pourrait se passer. Et donc ça aiderait à terme dans le cadre de projets d'urbanisme, d'architecture? Voilà, c'est ça. Mais je pense aussi, autant du côté de la gouvernance et des personnes qui prennent les décisions, il y aura un impact parce qu'on pourra prendre des décisions mieux informées, mais aussi ce serait une manière pour le citoyen, n'importe qui, de aussi mieux pouvoir comprendre les effets de ce qui se passe dans leur ville. Mhm. Alors, une des autres ambitions de ce projet ambitieux, c'est aussi que ces outils puissent être ouverts autant que possible, donc accessibles au gouvernement, aux entreprises qui opèrent dans la ville, mais aussi aux citoyens à travers des types de visualisation, etc. Dans quel but? Eh bien, justement, c'est aussi cette question de compréhension, parce que finalement, quand on parle de gouvernance au niveau de la ville, il y a des départements d'architecture, il y a des départements de la mobilité, et puis ils prennent des décisions euh, sur la ville, parce que voilà, ils ont ce pouvoir, Oui, et ils cette sont connaissance, élus, voilà, et effectivement. l'expertise, Mm. ouais. Euh, mais voilà, est-ce que on ne devrait pas aussi se demander comment ces choix peuvent impacter les vies des citoyens de différentes manières? Et justement, dans cette exploration des différents flux et comment ils seraient impactés, ce serait intéressant, je crois, nous croyons, si je peux me permettre de dire, que ce n'est pas qu'une question de voilà, la communauté, la ville en tant qu'objet un peu fixe qu'on améliore parce qu'il faut que ce soit mieux, mais justement, cette question d'adaptabilité dont tu Mm. parlais, de dire, ah oui, en fait, là, on devrait changer ça parce que ce serait mieux pour les renards, ou ah, ça, ce serait quand même mieux pour l'évacuation des déchets pour que la pollution de l'air soit moindre dans ce quartier-là et peut-être questionner ce nouveau quartier qu'on va construire, etc. Oui, que l'expérience même des gens sur le terrain entre en ligne de compte, au Oui, oui, fond. c'est ça. Mhm. Parce que souvent, justement, l'urbanisme, traditionnellement, c'est top-down. Donc, c'est l'urbanisme, c'est le gouvernement, il décide, il dessine le plan. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit beaucoup encore en Chine. Quand j'étais, vraiment, ils construisent des villes du jour au lendemain avec Mm. des énormes grilles. Et puis, voilà, ça fonctionne parce qu'il y a un besoin. Mais dans cette Europe qui est déjà très développée, avec des villes déjà développées, qu'on peut maintenant examiner, il y a cette possibilité de mieux comprendre et de justement avoir une approche urbanistique un peu plus adaptable ou proactive, on pourrait dire. Bon, bah, t'écouter, c'est assez formidable comme projet. On se demande où peuvent être les ombres. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y a des limites, en tous les cas, qu'il semblerait indispensable de poser dans le recours à ces outils, dans ce cadre-là? Hmm. Bon, c'est vrai que bon, on sait pas vraiment, on se pose pas vraiment cette question. On essaie d'être optimiste nous Mm. dans la recherche au possible. Mais bon, c'est vrai que c'est une question importante autant dans notre projet au niveau de ces outils que de manière générale, parce que euh, avec ces outils ouverts qui sont maintenant accessibles à tout le monde, que ce soit des modèles de génération de texte ou d'images, etc. Il y a justement une question de, OK, on est en train de générer toutes ces choses, il y a des questions éthiques qui se posent, etc. Donc, c'est vrai que nous, en termes de notre recherche au niveau de la ville, on a des objectifs d'optimisation qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de... Voilà, on a des bonnes intentions. Voilà, on veut réduire les émissions CO2 de la ville, on veut essayer d'améliorer le bien-être écologique, social, économique de la ville. Donc, voilà, dans ce sens-là, nos outils, pour l'instant, n'ont pas vraiment de zone d'ombre, je dirais. Mais effectivement, je crois que à une échelle un peu plus grande, s'assurer que l'ouverture de ces outils, surtout s'ils sont utilisés ailleurs qu'à Lausanne au long terme,
serait important de considérer. Ouais. Ça, c'est le Blue City Project. Oui. C'est cela. Et parallèlement à cela, donc, en tant qu'assistant scientifique, collaborateur, tu as mené des ateliers avec des étudiants. House X plus Y, Oui. c'est quoi exactement? Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans l'école d'architecture, il y a ce système d'atelier. Donc, c'est un cours, en fait, qui prend beaucoup de place et de temps dans l'horaire des étudiants où, pendant chaque semestre, ils sont censés développer un projet architectural. Différents labos, différents profs ont un peu leur méthode, et puis il y en aura qui feront des maisons, des résidences, des immeubles ou d'autres choses sur différentes thématiques. Alors, nous, on change un peu chaque semestre, mais le semestre passé, c'était donc sur justement l'utilisation d'outils d'IA générative dans l'architecture, dans le design architectural. Donc, on a exploré avec les étudiants un outil ouvert qui s'appelle Stable Diffusion. Donc, c'est un outil de génération d'images. Et on l'a manipulé d'une part pour le brainstorming, un peu trouver des idées sur comment rénover des types de villas urbaines lausannoises. C'était le thème du studio. Et il y avait différentes étapes où, d'une part, il y avait des générations d'images, trouver l'ambiance, trouver un peu des manières de combiner des thèmes un peu inattendus. Donc, par exemple, il y avait une étudiante qui a essayé de transformer une villa en une sorte de jardin intérieur. Et puis, elle avait des images magnifiques avec c'était un salon, et puis il y avait ce jardin fleuri qui pénétrait à l'intérieur de la villa. Et ça, c'est devenu finalement un projet qu'elle a proposé où cette villa a été rénovée avec un sorte de jardin qui se déployait à l'intérieur du bâtiment. Et donc, il y avait d'une part cette recherche d'ambiance, mais aussi une exploration de comment ces outils de génération d'images peuvent aussi générer d'autres choses que simplement des jolies images. Parce qu'on les a tous vues, enfin, les images maintenant, elles sont partout, au point où les gens commencent à même les reconnaître très facilement. Mais nous, on a aussi essayé de générer donc, des plans d'architecture de bâtiments. Donc, on a donné à la machine des plans de villas urbaines lausannoises et on a demandé à la machine, OK, qu'est-ce que tu vois et redonne-moi un plan, justement, une villa en jardin, à quoi ça ressemble. Donc, il y avait une partie où la machine, qui a une certaine connaissance de plans architecturaux, pouvait nous redonner des espèces de plans. C'était jamais vraiment des plans parfaits, mais suffisamment intéressants pour qu'ils informent, en fait, après le processus de design. Donc, il y a toujours un peu ce va-et-vient. C'est ce qu'on a découvert avec les étudiants, où on propose quelque chose à la machine, ça nous redonne quelque chose un peu d'étrange, et puis on l'interprète, et puis voilà, il y a un peu un C'est cycle un dialogue. comme ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. On ne peut pas s'attendre à un produit non, directement fourni. Ouais. Pas pour l'instant, mais ça pourrait bien venir, puisqu'elle apprend assez vite quand même. Ouais. C'est ça le danger, quelque part, et c'est ça qu'on voulait justement essayer d'aborder avec les étudiants, c'est que comprendre comment la machine réfléchit, entre guillemets, ça nous permet de mieux d'avoir un meilleur dialogue, en fait. Parce que le risque, comme tu dis, c'est qu'un jour, et puis j'appelle ça un risque parce que ça l'est vraiment, que justement les logiciels d'architecture qui existent viennent vers nous et nous disent « Ah, maintenant on a un bouton, vous appuyez dessus, vous aurez votre villa, et puis elle sera parfaite. » Et alors, où serait le problème? Pourquoi ce serait un risque? Alors, le risque serait Enfin, c'est pas que le fait d'avoir une machine à générer des villas parfaites soit mal en soi, mais c'est qu'elle limitera, en fait, à mon avis, le développement futur d'architecture nouvelle. C'est ça un peu le danger avec beaucoup de logiciels, hein, et puis c'est pas que avec l'IA, mais ça existe déjà. C'est que la facilité, quelque part, réduit la possibilité d'innover quand ça devient trop facile. Ça tue la créativité. Voilà, finalement. Donc ça, ce serait dommage, et c'est quelque chose qu'on a essayé d'inculquer à nos étudiants à travers cet atelier. L'architecture, l'urbanisme, ce sont des métiers menacés tout de même à terme par les technologies IA? Alors, je ne sais pas si j'utiliserais le mot menacé. C'est clair que, comme dans beaucoup de domaines, il va y avoir un questionnement sur qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on va utiliser ces outils.
Et quelle est la valeur ajoutée d'un humain quand une machine peut... Alors Ouais. là, on parlait de créativité, mais dans des cadres où il s'agit juste de créer des bâtiments assez classiques, Oui, fonctionnels, oui, on peut imaginer que les agences se fassent appel directement aux machines et plus aux architectes. oui, oui, oui. Bon, c'est quelque chose qu'on peut dire se fait déjà dans un Mhm. certain sens parce que notre société est ainsi faite qu'il y a ce mouvement constant vers l'optimisation, la meilleure valeur, la meilleure rapidité, le coût le moindre coût, etc. Euh, et donc la standardisation, c'est quelque chose que même, de nouveau, je retourne à mon expérience en Chine, mais ça existait déjà où voilà, nous, on nous demandait de faire un quartier d'immeubles à 30 étages, des trucs énormes, pour 10 000 personnes, et puis on nous donnait une semaine. Et en gros, ce qu'on a compris, c'était qu'on devait appeler la personne qui avait justement ce bâtiment parfait, et puis on le copiait-collait, et puis voilà, on construisait ça. Il n'y avait pas vraiment besoin qu'on soit là finalement. On faisait quelques calculs, et donc c'est quelque chose qui se passe déjà, et il y a une adaptation qui se fait inévitablement face aux forces un peu du marché, si on veut. Alors, de nouveau, c'est le fait qu'il y ait ces technologies n'est pas un risque en soi, c'est plus ce besoin d'optimiser, d'avoir tout le temps la meilleure valeur, le moins cher, le plus rapidement possible, qui mettra en danger ces métiers. Parce que moi, je vois, en étant le chercheur optimiste que je suis, j'essaie de voir ces outils plus comme quelque chose qui va ajouter, enfin nous aider dans notre métier à trouver d'autres possibilités de générer de l'architecture plutôt que quelque chose qui va simplement nous dérober notre métier. Mhm. Et j'essaie de croire très très fort que ce sera comme ça. Mhm. Et les étudiantes et étudiants que tu rencontres, donc encore plus jeunes Oui. que toi, cette toute nouvelle génération, comment est-ce qu'ils avancent avec ces outils-là? Est-ce que tu vois qu'il y a des préjugés, des craintes ou au contraire une grande avidité, Hmm. curiosité? Bon, il y a certainement une curiosité, hein, mais je crois que chez tout le monde, je pense que tout le monde aujourd'hui maintenant a essayé ChatGPT et peut-être même des générateurs d'images. Donc il y a ça chez mes étudiants comme chez un peu tout le monde. Après, effectivement, je pense qu'il n'y a pas vraiment encore de pessimisme parce que pour l'instant, les algorithmes ne sont pas encore capables de nous donner ce dont on parlait. Il n'y a pas encore ce bouton magique pour générer des villas. Euh, mais effectivement, ce que j'ai dit à mes étudiants, c'est que ça ne saurait tarder et ça arrivera sans doute plus vite qu'on le croit. Quand on voit les avancées typiquement dans les générateurs vidéo et même d'images maintenant, c'est absolument incroyable ce qu'ils savent faire. Et les générateurs de plans, ça viendra d'ici quelques années, et probablement moins, hein. Mm. Et du coup, ce que je leur disais, c'était pas d'avoir peur, mais vraiment de rester très, très, très curieux et vraiment de prendre le taureau par les cornes, vraiment. Mm. Et quand ces outils sortent, de vraiment les regarder, d'essayer de les décortiquer, de les comprendre. Parce que c'est ça qui va être, je crois, la valeur à l'avenir. C'est les personnes qui voilà, ont leur expertise personnelle en tant qu'architecte, mais qui ont su regarder ces outils pour ce qu'ils sont et peuvent en tirer la meilleure valeur, entre guillemets. Donc c'est toute la formation aussi en architecture qu'il faut revoir en ajoutant absolument cette formation en technologie IA. Bon, je crois que c'est inévitable et c'est quelque chose qui se fait d'ailleurs à la PFL. Il y a des cours pour même les premières années qui vont être introduits avec ça. Enfin, maintenant, on n'y échappe plus, hein. Ce que j'ai dit à propos des logiciels avant, les grands créateurs de logiciels pour l'architecture ont déjà des outils d'IA intégrés à leur logiciel. Donc, on ouvre Photoshop aujourd'hui, qui est un logiciel de dessin, et on peut générer des choses à l'infini, déjà. Mm. Donc voilà, c'est déjà la boîte de Pandore est déjà ouverte. Et effectivement, on est en train de regarder comment ça doit être intégré au cursus. C'est inévitable et ça se passe maintenant. Oui. Alors parallèlement à cela, toi tu utilises les IA pour une application plus artistique encore? Oui, d'abord c'était un peu pour rire. Justement, quand il y avait ces nouveaux générateurs d'images qui sortaient, d'abord j'étais un peu sceptique, comme je crois un peu tout le monde, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a peut-être 2 ans, mais les images n'étaient pas encore super convaincantes. C'était intéressant, certes,
Mais on était là, ok, on va jamais vraiment avoir quelque chose de très impressionnant à partir de ça. Voilà, on avait très très tort à l'époque. Mais donc, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis un peu penché dessus pour m'amuser et commencer à générer des images de différentes choses, autant du côté de l'architecture qu'un peu pour rire. J'ai fait une série de super-héros suisses qui Oui, ont on été peut voir en publiés ligne. sur Internet, qui a eu un certain succès, qui est maintenant, enfin plus maintenant, mais qui a été exposé même dans des musées. Mais ouais, c'était plus une exploration personnelle, justement parce que je voulais comprendre comment ça marchait et ce que ça pouvait m'apporter. Raconte-nous un peu Euh, cette expérience-là, comment ça a fonctionné ce projet-là. Donc, c'est héros, héroïne ouais, suisse, à partir de quels éléments est-ce que oui, tu as généré ces images? oui, oui, ouais. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que j'ai simplement mis, par exemple, super-héros vaudois et que ça m'a recraché ce qui est arrivé. Alors, ce n'est pas le cas. Euh, en fait, j'avais ce projet en tête depuis longtemps, mais comme je dessine un petit peu, mais j'avais pas les capacités moi-même de dessiner les super-héros comme je les envisageais dans ma tête. Et quand j'ai eu accès à cet outil, donc c'est celui qui s'appelle Midjourney, Mhm. un générateur d'images, je me suis dit, ah, ce serait chouette d'utiliser ça pour faire ça rapidement, comme ça, voilà, je pourrais l'exorciser de mon esprit, ça ne m'obsédera plus. Euh, et donc j'ai commencé à taper et vraiment l'interface de Midjourney, c'est du texte, en fait. Donc on écrit un petit texte, on met des mots-clés et il nous donne quelque chose. Et donc, je pense que par exemple pour mon super-héros vaudois qui émerge du lac Léman avec une bouteille de blanc en main, comme ça, avec les couleurs du drapeau vaudois, euh, tout ça, c'est moi qui ai en fait écrit. C'était, ok, un super-héros qui porte une combinaison en blanc, vert, jaune. Il tient un verre de vin blanc, il émerge d'un lac alpin. Et puis après, on ajoute des mots de style. Ok, style super-héros américain, DC Comics, Marvel, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça sort. Puis ensuite, c'est de nouveau un processus itératif où la machine me donne des images, je peux en choisir celles qui me plaisent et retravaille sur celle-ci. Et puis voilà, après une cinquantaine peut-être d'essais, j'ai quelque chose qui me satisfait et voilà, je m'arrête. Mhm. Mais bon, ça peut continuer à l'infini. Oui, donc c'est un assistanat, vraiment, plus que... Ouais, ouais, une- c'est un outil. Enfin, Mhm. vraiment, c'est un outil. Hormis voilà, les considérations légales, législatives, je ne sais pas si on veut aborder ça aujourd'hui, mais Bah si, c'est intéressant, justement. ouais. Est-ce que tu as eu des soucis après avec l'apparition de ces images-là? Oui, bon, moi, j'ai pas eu de soucis parce que je me suis pas fait d'argent pour tout dire sur ces dessins. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que je cherchais. J'ai pas essayé de les vendre ou quoi que ce soit. C'est vrai que en étant quelqu'un qui suit dans un domaine créatif finalement, qui dessine, etc. euh, je me sentais un peu bizarre de vendre, de dire ah c'est moi qui ai fait ça. Mhm. J'avais quand même pas l'impression que c'était moi qui l'avais entièrement fait. Mhm. Un peu, oui, mais pas assez pour que je puisse avoir toute comment dire, que ça m'appartienne complètement en tant entre guillemets, œuvre d'art. Quelle est l'étape peut-être qu'il faudrait franchir pour sortir de ce dilemme-là? Je ne sais pas si c'est un dilemme pour tout le monde, déjà, premièrement. Certainement qu'il y a des personnes, et puis on peut pas dire qu'ils aient tort non plus, de dire ah oui, c'est moi qui ai fait ça. J'ai généré cette chose, j'ai écrit ce texte que j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire, parce que c'est moi qui ai écrit le prompt. Alors, une solution, c'est de tout faire soi-même, ce qui est ce qui est possible hein, aujourd'hui avec les algorithmes qui existent. Hein. On peut même le faire. Moi, sur mon ordinateur portable, je peux avoir un modèle complètement open source, même qui n'a pas été entraîné sur des images qui sont privées, et créer des choses. Tout le monde ne va pas faire ça. Il y aura toujours des personnes qui vont utiliser des outils et dire que eux l'ont fait. Je crois que ça, c'est inévitable, malheureusement. Quant à la question plus personnelle, c'est vraiment plus, je crois, une question de méthodologie et de compréhension, de nouveau. De dire à quel point est-ce que je comprends ce que je suis en train de faire au niveau de l'algorithme, de l'outil, etc. Non, non, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose comme un futur où on
parlerait de collaboration, travail en collaboration avec Midjourney, avec... Bon, c'est intéressant. C'est vrai que c'est difficile de l'imaginer parce que la collaboration implique une sorte de présence, de conscience, si on veut, de la part de la machine. Et je crois que quand on manipule ces algorithmes souvent, on sait et on comprend que on n'est pas encore dans la science-fiction où c'est des choses vivantes qui nous parlent, quoi. C'est quelque chose qui peut complètement être manipulé, tordu, voilà. C'est vraiment des outils. Midjourney, donc ça fait un moment que tu l'utilises, hein, cet outil d'intelligence artificielle. L'évolution, elle est frappante. Oui, bon, entre quand j'ai commencé et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, c'est complètement incroyable. Enfin, on arrive à un niveau de réalisme qui est absolument, enfin, c'est fou. Enfin, si j'avais vu ça, maintenant, je suis un peu habitué parce que je fais ça presque tous les jours, mais quand je repense à il y a 2 ans, c'est absolument fou. Et puis, Midjourney, c'est que la surface parce que maintenant, on a ces modèles de génération vidéo où ils génèrent des vidéos en 4K de choses qui sont, voilà, ça a l'air complètement réel et on ne pourrait presque pas dire que ça ne l'est pas. Euh, Donc ça et a progressé en termes de réalisme de l'image. oui, Est-ce que ça a progressé aussi en termes d'esthétisme? c'est drôle parce que c'est vrai que les modèles de génération d'images, on s'y habitue. Et d'ailleurs, les images de Midjourney, souvent les personnes qui pratiquent beaucoup ont cette capacité de voir, ah oui, ça c'est sûrement ça. Ça vient sûrement de cet algorithme, de ce modèle, etc. Euh, donc il y a effectivement une sorte d'esthétisme qui est lié à l'algorithme utilisé, mais c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable parce en fait on n'a pas envie que les gens sachent quelque part qu'on ait utilisé ça parce que ça casse un peu justement euh, l'illusion en fait, ou je sais pas si on pourrait dire ça, mais euh, aussi qu'il y a une réaction encore aujourd'hui, je crois, dans la conscience collective envers l'utilisation de l'IA où on se dit, ok, on n'a mis aucun effort, il a simplement tapé quelque chose et puis l'image est sortie, du coup, voilà. Ça n'a pas C'est de lui. valeur. Voilà, Voilà. exactement. Ça vient pas du fond des tripes. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, bon, mais c'est toutes des questions qui sont. C'est une question hyper complexe où tout est relié, hein, qu'on soit philosophique, esthétique, art, ou même, voilà, loi du marché, etc. Toutes ces choses se relient. Et puis, la réalité, c'est qu'à la fin, on n'a pas vraiment de réponse parce que cette technologie est tellement nouvelle et magique, entre guillemets. Et c'est pour ça que je vais me répéter encore. C'est vraiment important, je crois, pour tout le monde, et pas que les premières années d'architecture, de vraiment aller et puis d'utiliser ces outils. Parce que plus nous, en tant qu'humains, on sera éduqués sur la question d'outils de IA génératif, plus on sera capable justement de juger quand il y aura ces questions un peu plus importantes et que les IA seront en train de générer nos villes et nos lois, etc. Toi, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, ce travail avec Midjourney, notamment en tant que dessinateur, tu disais Oui. Bon, je crois que là, c'est peut-être plus personnel, mais quand on a eu un peu une impulsion créative, quand j'ai ça, c'est un peu une idée qui est ancrée dans ma tête, un peu comme une écharpe qu'on n'arrive pas à enlever. Et puis on y pense, et puis on a envie je crois qu'avant j'ai utilisé le mot exorciser, ce qui a une connotation peut-être négative, parce que c'est quand même une expérience un peu plus plaisante de créer quelque chose. Mais voilà, on a parfois beaucoup d'idées, et puis on a envie de les voir rapidement. Et du coup, ça nous permet de tout de suite les visualiser, pas que dans notre tête, mais voilà, sur l'écran, en l'occurrence. Donc pour moi, ça, c'était chouette parce que, enfin, d'une part, je dessine, mais j'écris aussi. Donc des fois, c'est sympathique de voir peut-être un personnage. Ou même d'ailleurs, j'ai fait l'expérience une fois, je lisais un livre où il y avait vraiment beaucoup de personnages. Et je me suis dit, ah tiens, ce serait drôle si j'utilisais les mots, leurs descriptions pour générer des portraits de ces personnages dans le livre. Ça, je les ai gardés pour moi. Mais j'étais là, ah tiens, ah oui, ça c'est effectivement ce personnage-là, celui-là, celui-là. Et puis du coup, j'avais un peu leurs portraits en tête. Ça m'a aidé à tous les garder. Donc, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'usages possibles. Et je crois que ça peut être très enrichissant, hein.
personnellement. Mais au final, quand j'écris un texte, par exemple, jamais j'utiliserai un chat GPT parce que c'est l'expérience en soi d'écrire qui m'apporte le plus grand, enfin, ce que je cherche, quoi. Et faire ça à travers la machine, ça n'aurait absolument aucun sens. Et je pense que c'est pareil pour quelqu'un qui peint ou qui fait de l'aquarelle, de la peinture à l'huile. Voilà, oui, Midjourney existe, je pourrais taper image du lac Léman à peinture à l'huile, mais voilà, j'aurais pas fait les mélanges moi-même, j'aurais pas choisi les pinceaux, j'aurais pas fait ma toile assis à côté du lac le dimanche après-midi. C'est pas le résultat qui compte. Exactement, c'est ça. Le chemin, comme dit l'autre. Ouais, c'est ça. Et donc, je crois que quelqu'un, c'était dans le cadre de l'école, on parlait justement de ces algorithmes, et puis quelqu'un a fait la comparaison. Ah oui, vous savez, ces générateurs d'images, c'est comme des calculatrices. Maintenant, en fait, c'est une extension de nous-mêmes. On ne fait plus les calculs dans notre tête, on les fait dans notre téléphone ou avec la calculatrice. Mais moi, je trouve que c'est une meilleure comparaison, c'est peut-être l'appareil photo. Alors qu'avant, si on voulait son portrait, on demandait à un peintre du village de venir faire son portrait, on était assis comme ça. Tout d'un coup, il y avait plus de peintres, on pouvait simplement prendre une photo, il y avait des photographes. Mais justement, en l'occurrence, je crois que les peintres qui se sont mis à la photo, ils avaient déjà cette conception de la lumière, de la mise en scène, du décor, etc. Ce qui fait que probablement, ils prenaient des meilleures photos que la personne lambda qui ramassait l'appareil. Donc pour moi, c'est plus ce changement-là. Et d'ailleurs, il y a encore plein de gens qui peignent aujourd'hui, malgré le fait qu'on est... Voilà. En peinture demeure. Les livres que tu écris, c'est de quel genre ? Alors j'ai publié j'ai écrit des nouvelles, c'est plus des nouvelles, je sais pas comment on dit, littérature générale un peu. Et j'ai écrit l'année passée un roman policier. Pas de SF, pas d'intelligence artificielle qui s'en mêle. Bon, j'ai écrit une nouvelle où c'était une nouvelle policière, mais où l'enquêteur ou l'enquêtrice était en fait une intelligence artificielle connectée au système d'une ville. Et donc à qui on avait chargé de résoudre un meurtre. Et donc on voit en fait à travers l'esprit de cette intelligence artificielle comment elle regarde dans les caméras, et elle regarde les dossiers qui sont les dossiers de la ville, les archives, etc. pour essayer de résoudre. Et en fait le twist final, c'était que en fait l'algorithme avait été dupé parce que justement les algorithmes on les dupe facilement. Donc ça, j'ai effectivement eu un petit peu de SF comme ça, mais... Et donc, j'ai bien compris que ça n'aurait pas de sens pour toi d'utiliser les ChatGPT ou autres pour écrire des livres. Cependant, est-ce que tu as quand même essayé de voir ce qui était produit quand tu avais une idée ? Par exemple, sur un policier, est-ce que plusieurs moyens de résoudre le crime auraient pu être proposés par ok, d'accord, par ChatGPT ? Ouais, je peux imaginer que ça pourrait être un outil assez... utile pour faire du brainstorming ou pour recevoir un peu des idées comme ça. Mais moi, je ferai attention parce que je crois qu'une chose que j'ai faite, qui n'a pas abouti finalement, mais j'avais demandé pour un autre manuscrit des idées de titres. Donc ça, tu peux dire, j'aimerais bien un titre pour un roman policier qui se passe au Guatemala avec je ne sais quel thème. Et beaucoup de choses sont proposées. Mais j'avais ensuite cherché les titres proposés. Puis je pense que la moitié étaient des titres de livres existants. Ah oui. Donc voilà, c'est pour ça que justement, il faut faire attention. Et quand on sait comment le ChatGPT fonctionne, c'est le genre de truc qui se passe typiquement. Ou même quand on dit, sois original, et des nouvelles idées, sois créatif, il peut pas vraiment, il peut que reproduire en fait. Et sinon, c'est beaucoup d'aléatoire. En tant qu'auteur, tu as une maîtrise de la langue, sans doute plus particulièrement fine. Ça, c'est d'une aide importante pour l'utilisation des IA ? Alors, je n'ai pas d'études scientifiques pour soutenir ce que je vais dire, mais j'étais en discussion ça avec des amis auteurs et je leur disais, mais je crois que
ça aide parce que typiquement, l'utilisation de la métaphore peut être assez fort dans les générateurs d'images. Parce que souvent, on essaie de faire générer quelque chose à un générateur. Typiquement, il y avait je crois, un moment où voilà, les gens voulaient générer des personnages de fiction, mais plutôt fantasy, fantastique. Mhm. Donc, une personne à la peau bleue, par exemple. Et ça ne fonctionnait pas. Parce que là, c'était Midjourney. Justement, il n'avait pas la capacité de faire des personnes à la peau bleue. Mais justement, en enlevant les mots personne et même peut-être bleu, Mhm. et en contournant le sujet, en proposant peut-être des métaphores, il était possible de générer des choses qui seraient, voilà, justement, inattendues. Parce qu'en mettant personne dans le prompt, en lui demandant personne, il va donner une personne. Mhm. Et toutes les personnes qu'il a vues n'ont pas la peau bleue. Mhm. Donc voilà, il fallait ôter ce mot et plutôt le dire d'une autre manière. Donc un être bleu, enfin, voilà. Donc effectivement, je crois que l'utilisation de mots, la compréhension de comment les mots peuvent être combinés, recombinés, ça peut offrir une aide dans l'utilisation de ces machines. Après, voilà, c'est quand même très aléatoire et on est quand même les esclaves du modèle et comment lui utilise la langue. Donc, on voit qu'après un moment, quand on utilise beaucoup un algorithme, on commence à parler presque comme l'algorithme, ce qui est un peu étrange parce que des fois, les mots ne correspondent pas vraiment à ce qu'on entend. Mais Par exemple, quels sont les mots que tu utilises le plus en t'adressant bon, à certains bon, algorithmes? ouais. Non, non, c'est drôle. Je pense que dans les images, souvent, j'ajoute, c'est drôle, hein, mais le mot épique, c'est simplement parce que ça donne des images plus épiques. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment définir. C'est drôle, mais ça marche. J'utilise aussi beaucoup parce que j'ai fait de la photo dans ma jeunesse. Il y a le mot golden hour. Mhm. C'est donc quand le soleil se couche et qu'il y a la meilleure lumière, entre guillemets. Et donc, pour faire une photo un peu dramatique, un peu orangée comme ça, dorée, ça donne un côté toujours joli à une image, si jamais. C'est noté. Finalement, Alexandre Sadeghi, quelles sont toi tes attentes vis-à-vis de ces technologies IA? Déjà, peut-être aussi tes inquiétudes. Hmm. Bon, mes inquiétudes, je les ai déjà, je crois, un peu prononcées. C'est que, vu que ces algorithmes évoluent et sont développés de plus en plus rapidement, et évoluent très, 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 très vite, je crois on est très, très vite nous-mêmes dépassés par ce qui est possible et ce qui sera possible. Surtout que maintenant, c'est les Google, les Microsoft et toutes les énormes dinosaures multitrillionnaires qui investissent beaucoup, beaucoup dans ces modèles et qui les intègrent un peu dans tout leur système. D'ailleurs, enfin, on voit maintenant que même dans votre Windows, vous aurez un petit partenaire IA qui pourra vous dire ceci et cela. Donc, moi, ma peur, c'est vraiment que ça nous dépasse complètement et que ça devienne intégré un peu partout et qu'on ne le questionne plus. Ça, c'est vraiment un danger, surtout si justement on n'habitue pas, on n'éduque pas les gens à vraiment appréhender ces outils. Parce que c'est vraiment important si on veut continuer à pouvoir comprendre ce qui arrive. Déjà aujourd'hui, avec les algorithmes basiques hein, qui régissent typiquement les réseaux sociaux, voilà, on peut très vite être mené en bateau ou avoir une vision de la réalité un peu tordue. Et l'IA ne va faire qu'empirer ces types de Et de problèmes. biais. Voilà, c'est ça. Donc, éduquer et être conscient et surtout ne pas être angoissé parce que je pense que face à la nouveauté, aux nouvelles technologies, c'est normal d'être angoissé, d'avoir un peu peur et d'être réticent aussi à aller à la rencontre de ces nouveaux outils. Typiquement, dans beaucoup de domaines créatifs, voilà, il y a presque des boycotts, hein, n'est-ce pas, contre voilà, IA interdit, IA, on veut même pas en parler, on veut même pas regarder. Et ça, je crois que c'est la mauvaise approche. Je crois que l'approche, c'est d'être d'une part prudent, mais aussi curieux. Et de vraiment essayer de comprendre comment ça marche pour mieux pouvoir le confronter, voilà, surtout dans l'ascension fulgurante des algorithmes à l'avenir. Et tes attentes, sinon? Bon, moi, je crois que ce qui serait bien, c'est que justement, c'est vrai que
Précédemment, je viens de parler de tous les aspects négatifs, surtout liés justement de nouveau à la poursuite éternelle de profit et de valeur et d'efficacité. Mais la réalité, c'est que aussi, comme dans notre projet, mais aussi typiquement le domaine médical, les intelligences artificielles ont une puissance pour améliorer la situation folle. Comme par exemple les algorithmes de détection d'images qui sont capables de détecter des cancers même avant, pas avant qu'ils apparaissent, mais à les détecter dans des images, je ne sais plus si c'était des radiographies ou des IRM, mais d'entraîner des machines à faire ça, plutôt qu'à générer la villa parfaite, ça, je crois que j'aimerais voir beaucoup plus de ça, quoi, de l'IA au service de l'humanité. Merci beaucoup, Alexandre Sadeghi. Merci, avec plaisir.